Alors, bonjour à tout le monde. Je suis là. Voilà, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Pascal Cani. Je suis cofondateur de Schoolab, qui est une entreprise technologique. Nous développons des solutions dans l'éducation, mais aussi dans d'autres secteurs. Et nous avons commencé à Kinshasa. Aujourd'hui, nous sommes le siège est basé à Dubaï. Et nous avons des bureaux au Kenya, Côte d'Ivoire, Bénin, Burkina Faso. Et nous avons déjà des clients aussi au Mali. Et nous continuons à nous étendre dans d'autres pays d'Afrique. Aujourd'hui, je voudrais partager. Souvent, beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes me posent la question de savoir est-ce qu'il est possible pour tout le monde de pouvoir entreprendre depuis Kinshasa, commencer à Kinshasa et s'étendre en Afrique, parce que nous l'avons fait 5 ans, quasiment 5 ans, 6 ans. Nous avons commencé à Kinshasa, à Limete. Aujourd'hui, nous sommes avec le bureau à Dubaï et puis nous sommes dans 5 pays. Alors, je vais commencer à partager un peu des conseils, des idées avec d'autres personnes, d'autres frères et sœurs africains qui peuvent aussi avoir des idées pour passer au concret. Donc, commencer réellement l'entrepreneuriat. Voilà, ici, on va vraiment parler du vrai entrepreneuriat des terrains. C'est comme ça que pour moi, je ne suis pas très habitué à faire des vidéos et tout. Mais j'ai tellement beaucoup de demandes et tout pour partager. Et donc, j'ai décidé de créer cette chaîne pour partager l'expérience, pour aussi conseiller, donner des idées à d'autres personnes. Voilà, déjà, pour entreprendre, que ce soit en RDC, à Abidjan, partout, au Bénin, en Afrique francophone, je crois que aujourd'hui, c'est une opportunité pour tous ceux qui sont dans la francophonie en Afrique. Entreprendre peut être aussi facile que dans d'autres marchés. Pourquoi? Parce que dans l'Afrique francophone, on n'a pas encore beaucoup de compétition, on n'a pas encore énormément d'entrepreneurs, parce que la culture entrepreneuriale dans la francophonie, surtout en Afrique, n'est pas une culture générale, c'est pas chez tout le monde. Donc, c'est déjà une opportunité pour ceux qui s'élèvent, qui commencent à entreprendre. Donc, j'encourage tout le monde, parce que tout le monde peut entreprendre. Ce n'est pas réservé à une élite, ce n'est pas réservé à des personnes, je ne sais pas, qui sont dotées de quoi que ce soit. Tout le monde peut décider de commencer un projet et d'entreprendre. Aujourd'hui, encore plus que jamais, parce qu'on a aujourd'hui des outils comme l'intelligence artificielle, vous pouvez prendre des conseils, des idées, vous pouvez même vous faire conseiller par les IA sur comment lancer votre projet de bout en bout. Si vous avez juste le courage d'aller sur le terrain, de passer à l'action, c'est là où la différence est créée en fait, entre ceux qui ont des idées sur papier et ceux qui passent à l'action. Donc déjà, la première chose, je vais être rapide pour ne pas perdre votre temps. Donc la première chose déjà, si c'est possible d'entreprendre en Afrique et de réussir et de passer à l'échelle, je dis déjà c'est possible et c'est même beaucoup plus possible parfois que dans d'autres pays déjà développés. Pourquoi? Parce que déjà, l'entrepreneuriat commence par un problème. Identifier un problème. Et donc, l'Afrique francophone, la RDC, dans les cas de ceux qui sont par exemple en RDC, il y a tellement de problèmes à résoudre, il y a tellement d'opportunités pour entreprendre. Parce qu'il y a tellement de problèmes, il y a tellement de problèmes à résoudre qu'il y a tellement d'opportunités d'entreprendre. Donc, aujourd'hui, pour ceux qui ont le courage de commencer, il y a tellement de sujets que vous pouvez traiter. Il y a tellement d'opportunités que vous pouvez saisir. Que ce soit dans l'immobilier, par exemple, il n'y a aucune plateforme aujourd'hui qui s'est démarquée à Kinshasa où on peut trouver facilement des logements, où on peut chercher une maison, louer, acheter. Il n'y a pas de référence dans ces domaines. Dans tous les domaines quasiment, le marché est là. Il n'y a aucun acteur aujourd'hui, surtout dans la tech, qui, dans plusieurs domaines, a réussi à s'imposer et à prendre les leads et à verrouiller les marchés. Tout est ouvert. Et même au-delà de ça, même dans des domaines, comme on dit, du business traditionnel, il y a encore beaucoup de choses à faire. Des restaurants à Tchangou, des beaux restaurants, c'est rare. Dans nos villes, des grandes villes du pays, des bons restaurants et tout ça, des boulangeries, il n'y en a pas. Tout est à faire, tout est à refaire. Si vous allez par exemple en France,
créer une boulangerie, c'est compliqué. Mais si vous êtes à Kinshasa, en RDC, vous pouvez faire des boulangeries partout, ça va marcher. Donc, aujourd'hui, il y a tellement de problèmes, donc il y a des opportunités pour créer des entreprises. Et donc, la première étape pour tout celui qui veut entreprendre, c'est d'identifier un vrai problème à résoudre, un problème qui dérange, un problème qui a un besoin qui va faire que les gens puissent payer parce que tu as résolu ce problème-là pour eux. Quand vous identifiez un vrai problème, les clients vont vous payer pour ce problème. C'est dans tous les secteurs, il y a des exemples partout. Par exemple, si vous dites à Kinshasa, ok, aujourd'hui pour trouver une maison à Kinshasa, c'est compliqué, c'est très compliqué. Vous devez aller voir un commissionnaire qui va vous faire marcher, qui va vous faire payer les, comment on appelle ça, les macolos. Il va vous faire payer les pieds pour vous montrer la maison et tout. C'est une galère avec les embouteillages qu'on a à Kinshasa. Si quelqu'un vient, il s'investit, il déploie une plateforme qui embarque plusieurs commissionnaires et tout ça, qui supprime cette histoire à macolo, les pieds du commissionnaire et tout ça. Les propriétaires aussi peuvent commencer à mettre les... En fait, ça va marcher. Il faut juste être tellement courageux, déterminé et résister à tout ce qui peut être tentation d'abandonner, d'échouer et tout ça. Donc, il y a des opportunités. Aujourd'hui, si vous allez dans des grandes villes du pays, il y a des grandes villes où vous n'avez pas du tout des restaurants de qualité. Il y en a. Vous faites un voyage de Kinshasa jusqu'à Matadi, peut-être même jusqu'à Mwanda, où il n'y a pas un restaurant de qualité, propre, moderne. Ce sont des problèmes. Si vous le faites, tous les voyageurs viennent s'arrêter là et payer pour manger. Donc les problèmes sont des opportunités d'affaires. Identifier un problème, c'est la première étape et faites en sorte de proposer une solution. Et cette solution deviendra en fait une entreprise. Je donne le cas de ce que nous on a fait dans l'éducation. Au Congo, ceux qui ont étudié à Kinshasa, à l'époque quand on terminait les études par exemple, on fait son bac, on a son diplôme, il fallait prendre une attestation de réussite qui à l'époque revenait à 10-15 $. Après 2-3 semaines de démarches, on vous donne une attestation à 10-15 $ américains. Nous, on arrive, j'explique, je fais travail, j'explique d'abord au président de la République, j'ai eu la chance de les rencontrer, je lui explique que ces choses doivent changer, tout ça, on est à l'ère du numérique, c'est pas facile, on a fait 3 ans en train d'expliquer qu'on peut digitaliser cette histoire-là. Jusqu'à ce qu'on a convaincu le gouvernement qui a signé, on a digitalisé les attestations de réussite, on a fait passer l'attestation de 10-15 $ jusqu'à 4 $ la version numérique. Qui fait qu'aujourd'hui, au Congo, tous les enfants, ils ont leur diplôme électronique, on appelle diplôme, attestation de réussite et tout ça en ligne, dès que les publications des résultats sont faites. Encore, ces publications, on a accompagné le gouvernement pour moderniser tout ça, réduire les délais de correction et tout ça. Donc, ce sont des problèmes qu'on a identifiés dans l'éducation. En plus, on a sécurisé ces certificats avec la blockchain, donc c'est infalsifiable, c'est traçable, c'est vérifiable partout dans le monde et puis ça donne la crédibilité au système. Et pour ça, vous résolvez un problème et ça devient une entreprise. Donc, quand vous avez déjà identifié un problème qui devient, que vous transformez en solution, que vous vendez aux clients, vous avez déjà le début d'une entreprise. Alors, la deuxième étape, avant même de penser plus loin, c'est de commencer. Commencez quelque part, commencez petit. Commencez même dans votre quartier. Vendez même à 10, 5, 10 personnes. Ne cherchez pas à devenir Mark Zuckerberg à faire des millions de dollars. Comme aujourd'hui sur Internet, tout le monde parle de millions de dollars, c'est devenu tellement facile de croire que faire $1 million de chiffre d'affaires, c'est facile. C'est pas du tout facile. Donc, le but, c'est pas de pousser les gens à devenir millionnaires, en fait. Non. Vous pouvez créer une entreprise qui vous génère juste 10, $20 000 chaque année. Vous avez réussi votre entreprise. La réussite, ça ne dépend pas du volume du chiffre d'affaires. La plupart d'ailleurs des entreprises peuvent faire de gros chiffres d'affaires, mais sont en perte. Vous pouvez faire $20 000 de chiffre d'affaires par année, mais vous faites un bénéfice de 10 000.
en fonction de votre système, de votre modèle économique. Donc, il est important de comprendre que vous pouvez commencer, mais petit. Commencez petit. Faites 10 clients. Testez. Voyez comment ça tourne. Améliorez, progressez. Faites un autre pas. Jusqu'à ce que vous validez vraiment un marché. Par exemple, si vous êtes en RDC, vous faites Kinshasa. Validez Kinshasa. Ça marche. Vous avez les premiers clients, ça paye. Et puis là, vous avez vos états financiers sur une année, sur 2 ans. Ensuite, allez dans une autre région, tester, ou même dans une autre ville, dans un autre pays. Vous pouvez quitter Kinshasa, vous êtes dans l'EAC, communauté des États d'Afrique de l'Est. Vous pouvez aller au Kenya, il n'y a pas besoin de visa, hein, Tanzanie et tout. Vous allez vendre là-bas aussi, vous pouvez créer votre restaurant là-bas ou quoi, je ne sais pas. Mais vous pouvez aussi vous déplacer. On n'est pas obligé de travailler uniquement dans les pays où on est né. Non, il faut se déplacer parfois. D'ailleurs, parfois, ça peut mieux marcher dans un autre pays que votre pays d'origine. Donc, il faut aussi développer cette culture de pouvoir aller chercher d'autres pays, de pouvoir aller ouvrir dans d'autres villes. Ça, c'est très important. Parce qu'il y a des produits qui sont mieux consommables ou qui peuvent être mieux acceptés dans d'autres pays que dans le pays d'origine. Ça dépend des cultures. Donc, vous pouvez ouvrir une boutique à Kinshasa, ça marche. Au lieu d'aller à Lubumbashi, vous pouvez décider d'aller ouvrir une autre boutique à Abidjan. Ce n'est pas un problème. Donc, vous pouvez toujours commencer à vous étendre. Parce que la stratégie d'expansion, plutôt en Afrique que juste à l'intérieur du pays, c'est aussi une stratégie de durabilité. Parce que ouvrir les choses dans plusieurs pays, ça réduit les risques pays, comme on dit. Si vous êtes dans un seul pays, voilà, c'est quand même un peu plus risqué que d'être dans plusieurs pays. Quand vous validez un marché, quand vous avez réussi dans un marché local ou dans un premier marché, à ce moment-là, vous pensez aller dans d'autres marchés plus vite que possible, quand c'est possible. Après, vous allez structurer. Quand vous commencez l'expansion, vous commencez aussi la structuration. Parce que c'est très difficile de croître comme entreprise si vous ne structurez pas votre modèle, votre business. La structuration est très importante. Ça veut dire mettre de l'ordre dans ce que vous faites. Parce qu'au début, c'est très difficile d'être tellement ordonné. Au début, c'est difficile d'avoir tellement toutes les choses en place. C'est très difficile. Quand vous commencez au début, vous n'êtes pas nombreux, tu n'as pas toutes les compétences, c'est normal. Vas-y avec ce que tu peux faire, fais ce que tu peux. Mais à un moment donné, quand tu fais 1 année, 2 ans, tu commences à mettre de l'ordre, de la propreté dans ton entreprise, dans ton business model, dans tes états financiers, dans tes rapports financiers, tout ça petit à petit, petit à petit. Quand tu commences encore à t'étendre, tu commences vraiment à structurer, essayer de mettre un service de finances, de facturation, de clients et tout ça, commercial, juridique, compliance et tout. Commencer à avoir des consultants de qualité, commencer déjà à penser aux prochaines grandes étapes. La structuration est très importante. Faire du chiffre d'affaires ne suffit pas. Structurer, c'est très important parce que l'entreprise peut aussi être faite pour être vendue. Et pour vendre une entreprise à bon prix, il faut que l'entreprise soit structurée juridiquement, financièrement, et ainsi de suite. Et quand vous allez aussi dans chaque marché, vous essayez d'adapter l'offre, d'adapter les produits, d'adapter les prix. Vous ne pouvez pas prendre les mêmes prix, vous collez ça partout. Vous venez ici, vous dites on va faire ça, on vend les habits là-bas des couleurs jaunes là-bas aussi. Peut-être que ces pays-là aiment des habits couleur rouge. Vous amenez les habits de couleur bleue, ça ne marche pas. Donc vous pouvez avoir la même entreprise, le même business model, pour le dire comme ça. Mais dans chaque pays, vous essayez d'adapter les fonctions du business model. Vous essayez dans d'autres pays, vous pouvez juste adapter les prix, hein, vous gardez les mêmes services. Dans d'autres pays, vous changez, vous adaptez même les services. Et dans d'autres pays, peut-être que c'est vous adapter l'approche vers les marchés, comment vous pénétrez les marchés. C'est aussi très important. Mais c'est possible de partir d'un pays et d'aller dans plusieurs pays. En Afrique, ce n'est pas très compliqué. L'avantage, c'est que l'Afrique, les coûts ne sont pas exorbitants, les salaires ne sont pas exorbitants, ce n'est pas trop compliqué. Vous avez des loyers qui sont à des prix abordables. Parfois, c'est juste que les gens pensent que c'est tellement impossible de créer une entreprise dans plusieurs pays et on est bloqué mentalement. Il faut commencer à... Voilà. Et surtout, j'insiste pour ceux qui ont déjà des projets qui marchent. À Kinshasa, par exemple, je connais le marché de Kinshasa, comment il est rigide. Il faut parfois sortir, quitter, pour aller d'abord tester aussi ailleurs. Je connais des gens, Batela, des princes,
qui a déjà fait quelque chose qui marche, quelques boutiques qui utilisent. Je connais des solutions à Kinshasa qui marchent comme ça. Déjà, pensez directement à aller vendre ça aussi dans d'autres pays. Ça peut ouvrir les portes. Ça peut ouvrir l'entreprise à la croissance. La diversification, j'en parlerai aussi dans l'entrepreneuriat, parce que souvent quand on crée un produit, on reste figé, comme si on est devenu un peu statique. C'est pas bon. Vous pouvez créer les premiers produits et puis après, vous commencez à faire de la diversification pour essayer d'avoir plus d'opportunités aussi. Parce que généralement, en entrepreneuriat, on ne sait pas qu'est-ce qui va réellement marcher. Vous pouvez penser que ce que vous avez lancé est tellement bien, mais que les clients trouvent qu'en fait, c'est pas un grand problème pour eux. Ce que vous proposez, ok, on peut se passer de ça. Ça, c'est la réalité de marché. Nous, entrepreneurs, parfois, on a un produit, on croit tellement que c'est bon. Moi, chaque fois quand on fait des réunions avec les équipes commerciales, par exemple, je pose toujours les mêmes questions, parfois plus. Je sais que peut-être parfois, mais c'est les mêmes. Est-ce que les gens en ont vraiment besoin? Je reviens souvent sur ça. Je pose toujours la question de savoir c'est quoi les vrais problèmes qu'on veut résoudre avec ça? Qu'est-ce qui fait réellement mal au marché, aux clients? Dernièrement, je demandais encore à un de mes collaborateurs, quand il est allé rencontrer un grand responsable d'un réseau d'écoles pour vendre notre solution. Je lui ai posé la question. Il t'a dit c'est quoi son vrai souci? C'est qui lui fait mal à la tête qu'on peut résoudre. Et il a expliqué. Et là, je comprends qu'en fait, on a plusieurs solutions. Mais ces vrais problèmes du client, on n'en a pas suffisamment développé. On n'a pas suffisamment développé. Donc, il faut quand même regarder attentivement. Écoutez les clients avant même de penser que votre solution est bien. Parlez sincèrement aux clients. Dites-lui, est-ce que vraiment vous en avez besoin? Est-ce que ce qu'on vous donne, ça résout vraiment un problème? Qu'est-ce que ça vous décharge en quoi? Ça vous soulage comment? Vous êtes comme un médecin. Vous ne pouvez pas me prescrire un médicament à un malade et après 3, 4, 5 jours, il a toujours mal, quoi. Si vous donnez un produit à un client, vous devez vous demander si ça l'aide vraiment. Parce que si vous vendez un produit qui n'aide pas vraiment les clients, en fait, ça ne va pas durer. Les clients peuvent acheter par honte, par gentillesse, parce que vous l'avez tellement harcelé, embêté. Mais, après une année, 2 ans, il dit, tiens, c'est pas ce truc en fait, je paye ça. Pourquoi je paye? Je peux m'en passer de ça. Je peux me passer de cette solution. Je peux me passer de leurs offres, de leurs produits. Et il va abandonner. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas continué. Vous n'avez pas essayé de continuer l'innovation. Diversifier, c'est important parce que vous pouvez venir avec le premier produit. Le deuxième produit peut être mieux que le premier. Oh, alors, parlons de diversification, ce n'est pas que dans les produits. La diversification peut aussi être dans la clientèle. Souvent, la diversification horizontale et verticale et tout ça. Voilà. La diversification, c'est que vous pouvez choisir d'ajouter des produits au même réseau de clients. Vous avez des clients à qui vous vendez telle solution, par exemple, quelqu'un vend du pain à ses clients et il a déjà beaucoup de clients. La même personne peut dire, je vends du pain, ça marche. Ok, je vais ajouter, par exemple, du beurre. C'est un nouveau produit, mais pour le même client. Les clients qui achètent du pain viennent, ils l'achètent aussi. Quelqu'un peut dire, ok, moi, je vends du pain, j'ai beaucoup de clients, mais je vais ajouter des arachides aussi. Pourquoi vous diversifiez? Parce qu'en fait, en ajoutant un produit avec la même base de clients, vous réduisez vos coûts commerciaux et vous augmentez votre marge. Parce que le même client va venir pour acheter du pain, vous lui vendez aussi du beurre. Ah, au lieu d'avoir d'autres clients que vous allez chercher pour vendre un autre produit, non, vous avez déjà des clients à qui vous ajoutez du produit. Il y a aussi la diversification où vous dites, ok, j'ai les mêmes produits, je vais vendre à des nouveaux clients.
Bon, pour nous, par exemple, qui vendons un produit, une application aux écoles, je vends aux écoles et puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, la même application que j'ai ici, je vais commencer à vendre aussi aux universités. Le même produit, j'ajoute un segment des clients. Ça aussi, c'est une sorte de diversification. Pourquoi j'en parle? Parce que souvent, on croit que pour faire la croissance, il faut absolument augmenter la base des clients ou ajouter des clients. Non. Dans l'entrepreneuriat, vous pouvez faire des croissances avec la même base de clients ou même avec le même produit, mais vous ouvrez un nouveau segment de clients. La diversification est très importante. Je voulais mettre un point sur ça dans l'entrepreneuriat. Donc, vous avez commencé, vous avez identifié un problème, vous avez structuré votre business model. Le business model, c'est le modèle économique. Vous posez des questions. Qu'est-ce que je vais vendre? À qui? Pourquoi il va acheter? À quel prix je vais vendre? Quels sont les coûts que je vais avoir et tout ça? Vous pouvez faire des recherches sur Internet, le business model Canvas, ou même sur YouTube, il y a plein de cours sur le business model. Essayez de comprendre c'est quoi le business model. Ensuite, dès que vous identifiez un problème, vous construisez la solution. Maintenant, vous montez votre business model. Ensuite, vous commencez à faire le business plan, le go-to-market. Il y a tellement de choses à faire. Après, vous pouvez tester le premier marché, le premier produit, le premier client. Vous structurez votre entreprise. Vous pouvez faire la croissance en allant à l'international ou bien en faisant de la diversification. Je viens d'expliquer la diversification et tout. Et une étape importante aussi, c'est l'équipe. L'équipe est très importante. Ne cherchez pas trop à faire de l'entrepreneuriat seul. C'est très difficile. Parce que l'entrepreneuriat est déjà très surchargeant. C'est très prenant. Ça prend beaucoup d'énergie. Ça prend beaucoup de non-humanité. Ça demande beaucoup d'efforts psychologiques. Ça vous demande beaucoup d'efforts mentaux. Il faut avoir du mental de fer. Ça demande beaucoup. Et on a besoin du soutien autour de nous. On a besoin de personnes autour de nous qui nous soutiennent, qui nous poussent, parce que c'est trop épuisant. Et quand vous commencez un projet, au maximum, essayez d'associer d'autres personnes. Essayez de parler autour de vous, de voir des gens qui sont passionnés par les sujets, qui ont du temps à donner, qui peuvent accepter de faire le chemin avec vous. Et vous associez-vous et progressez, avancez ensemble. C'est très important de vous entourer. Et à chaque niveau, si vous cherchez à progresser dans votre projet, essayez de toujours chercher des gens qui vont vous accompagner, des équipes de qualité. La loyauté, mais aussi la compétence, c'est très important. Et donc, à ce moment-là, quand vous avez l'équipe, quand vous avez les projets, vous avez validé les marchés, vous avez testé, vous avez les premiers clients, à ce moment-là, pensez au financement. Un premier financement qui peut vous aider à faire encore plus des rotations, avoir un peu plus de clients et structurer à chaque étape pour dire, ok, là, je suis passé de $10 000 de chiffre d'affaires à 50 000, comment je le fais? Et puis, deuxième étape, troisième étape, quatrième étape. Et vous verrez que vous pouvez partir avec 3 000, 2 000, 5 000 balles. Et après 5 ans, vous vous retrouvez avec une entreprise qui fait 100 000, 200 000, 300 000 $ de chiffre d'affaires chaque année. Ce n'est pas impossible. Entreprendre en Afrique francophone, en RDC où j'ai beaucoup d'expérience, et puis j'ai vu un peu, je vais souvent habiter en Côte d'Ivoire, et même au Kenya, on a des bureaux là-bas, au Burkina Faso, je serai bientôt et tout, au Bénin, où j'ai aussi des partenaires, des associés désirés, je salue. C'est possible, tellement avantageux de travailler dans la francophonie en Afrique francophone, c'est tellement le moment de le faire. Il faut le faire maintenant pour ceux qui veulent commencer. Alors, je voudrais que dans chaque vidéo, je ferai régulièrement que vous posez des questions en commentaire, comme ça, je peux comprendre s'il y a encore des sujets à aborder, s'il y a des réponses, je reviendrai prochainement pour répondre à des questions. Et donc, nous allons parler entrepreneuriat dans ce format ici. Je suis plus à l'aise, j'arrive au bureau, je prends 30 minutes pour faire une courte vidéo, pour parler entrepreneuriat, expérience, conseils, comme ça, régulièrement, je peux avoir du feedback et que nous puissions commencer à préparer la communauté que nous allons lancer Awa Boost, ici on Boost, où nous allons créer les ponts entre la diaspora et les
créateurs en Afrique francophone, mais en RDC particulièrement. Ceux qui ont des projets, nous allons les aider à trouver des investisseurs dans la diaspora. Et la diaspora qui vient entreprendre au Congo, nous allons les aider aussi à s'associer ou à s'unir à ceux qui ont déjà des initiatives en local. Voilà, merci beaucoup et à la prochaine.